dans le moyen terme, ça c'est ce qu'on peut faire dans l'urgence, pour vraiment grappiller de l'argent sur le budget de l'État, sur le train de vie de l'État, pour arriver à soutenir pour l'instant les prix. Mais dans le moyen terme, il faut aussi des mesures. Et il faut des mesures courageuses et hardies. Il ne faut pas qu'on se trompe. Cette crise-là, elle n'est pas circonstancielle, elle n'est pas passagère. On ne va pas se lever un matin pour qu'on nous dise, ça y est, le baril est revenu à 10 $ maintenant. Ça ne marchera pas comme ça. Le baril, il est surtout prévu qu'il fasse un bond jusqu'à 200 $. Alors, il faut être prévenant, il faut être prévoyant, il faut surtout, comme disent les juristes, gérer un bon père de famille les maigres ressources dont nous disposons. Il y a même un professeur d'économie, il est à Paris 10, il s'appelle Michel Aglietta. J'ai lu l'autre jour dans Le Monde, il a fait une analyse absolument intéressante et pertinente pour dire comment cette crise-là, plus que d'être circonstancielle, elle est systémique. Et il fait le parallèle entre les chocs pétroliers de 1973 et de 1976, en disant que c'est à peu près dans ça que nous sommes installés. Donc, il faut prendre des mesures à moyen terme pour vraiment juguler les effets de la crise. Parce que, vous le savez, il ne suffit pas de prendre des mesures à la hussarde, du genre Gowana, sous la dictée de l'envolée du prix du pétrole. Ces mesures ne seront ni adéquates, ni durables. Ça va faire comme feu de paille et ça partira aussitôt qu'annoncé. Et il faut aussi qu'on se dise une chose, il n'y a pas une main magique pour faire passer notre production de céréales de 1 à 100. Ça n'existe nulle part au monde, ça n'existera pas au Sénégal. Pour faire l'agriculture, il faut du réalisme, il faut de l'effort, il faut de la sueur, il faut de l'argent. C'est ça qui peut faire une bonne agriculture. Donc l'autosuffisance alimentaire, on aura beau la déclamer, ce n'est pas pour demain si on ne se donne pas les moyens qu'il faut pour y arriver. Alors, donc il faut une vision globale et d'ensemble du secteur agricole. Que cette vision-là, que ce soit une vision concertée, partagée avec les acteurs du monde agricole. Il faut surtout des orientations fondamentales sur ce secteur-là. Mais que Wade ne nous dise pas, à chaque mois, j'ai encore un nouveau plan, c'est le maïs, c'est le manioc, c'est le tabani, c'est le bissap et que je sais encore. Tout cela ne marchera pas. Il faut surtout que le gouvernement revienne à la réalité. La réalité, c'est de soutenir le monde rural. La réalité, c'est de lui donner des engrais. La réalité, c'est de lui donner des semences. Le reste, le paysan ira le chercher parce qu'il sait comment cultiver, il sait comment produire, il sait surtout comment mettre en place ses spéculations. Vous savez, toutes ces réponses, on les donne, on croit que c'est des réponses de politique politicienne. Non, c'est encore la Banque mondiale qui le dit. C'est M. Madani Tall, qui est le représentant de la Banque mondiale au Sénégal, qui, au lendemain du sommet de l'OCI, a dit maintenant, revenez sur terre, voilà la situation dans laquelle se trouve votre pays, voilà ce qu'il faut faire tout de suite et immédiatement pour au moins s'en sortir, et voilà ce qu'il faut faire à moyen terme. On peut soupçonner la Banque mondiale de tout, mais je pense que c'est quand même un partenaire objectif, neutre pour le développement du Sénégal. Dans le long terme, mais il faut qu'il ait la conviction qu'un pays ne peut pas se développer en mettant une croix sur son agriculture. On ne peut pas vivre de spéculation commerciale. Allez à Dakar, promenez-vous dans les rues, allez à Sandaga, au marché HLM, à Tilène, on a l'impression qu'au Sénégal, tout le monde est commerçant, tout le monde vend tout, tout le monde achète tout et personne ne produit rien. Ce n'est pas tenable. Aucun pays au monde ne s'est développé en mettant une croix sur son agriculture. Et le Sénégal ne peut pas le faire, Wade ne peut pas le faire croire aux Sénégalais. On dit toujours, nous les socialistes, que Wade n'a pas la fibre agricole. Bon, c'est un raccourci qu'on prend. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a, je ne dis même pas de compassion, mais il n'a pas une idée généreuse pour le monde agricole en général. Alors que nous, quand les gens nous accusent en disant oui, vous faites du monde rural votre fonds de commerce, tous les mercredis quand votre communiqué de bureau politique tombe, vous parlez de la campagne arachidière, vous parlez du monde rural, mais bien évidemment, pour nous socialistes, ce n'est pas un fonds de commerce, c'est notre héritage. Souvenez-vous, en 1948, quand Senghor est arrivé au Sénégal, qu'il avait créé le BDS en quittant la SFIO, il s'était adressé aux paysans
pendant que la SFIO était le parti des 4 communes, de Saint-Louis, de Rufisque, de Dakar et de Gorée. Senghor a été trouver le monde rural. Il leur a dit Barigo Djouné. Tout le monde se souvient de ça. Barigo Djouné, c'était la proposition pertinente que le BDS de l'époque faisait aux paysans pour leur dire comptez sur moi, si je suis élu, eh bien, votre production va non seulement augmenter, mais votre rendement va augmenter et vous vivrez mieux. Et c'est sous ce slogan de Barigo Djouné que Senghor a pu avoir la victoire sur la SFIO. Donc nous, le monde rural, nous l'avons reçu en héritage. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous nous amusons par effet de mode ou parce que c'est un fonds de commerce politique. Non, c'est notre héritage politique. Nous l'assumons d'autant plus bien que nous pensons que c'est ce qu'il faut et qu'en tout cas, c'est le chemin du développement pour le Sénégal. Donc, Wade doit mettre l'agriculture au cœur de notre développement. S'il n'a pas cette vision-là, s'il ne met pas en place cette politique-là, eh bien, tout sera vain parce qu'il ne servira à rien de faire de la spéculation commerciale. Et puis, quel est le pays au monde qui a pu se développer en important pour vivre, seulement pour vivre et manger? Mais on n'a jamais vu ça. Je viens de vous le dire, le Sénégal consomme 600 000 tonnes de riz par an et n'en produit que 200 000. Nous avons chaque année un gap de 400 000 tonnes à aller chercher à l'étranger en subissant les fluctuations du dollar, en subissant même le coût de l'euro, parce que nous, comme vous le savez, nos transactions financières internationales sont cotées à l'euro à cause des accords que nous avons avec la France. Plus l'euro est cher, plus ça nous coûte cher également. Nous sommes condamnés à ça, on ne peut pas faire autrement. Et quand on voit que M. Trichet, le gouverneur de la Banque centrale européenne, il y a quelques jours, a dit qu'il est pour l'euro fort en même temps que Mme Merkel et qu'il n'est pas question de faire un euro faible pour qu'il soit compétitif face au dollar, il faut dire que nos souffrances ne sont pas finies demain, que ça risque encore de continuer. Donc, voilà ce qu'il faut d'abord que Wade ait à l'esprit. Ensuite, il faut, en plus de cette démarche politique, qu'il ait également un programme pour le monde rural. Au moment où nous quittions le pouvoir, on ne dit pas qu'il faut le reprendre parce que nous sommes des socialistes, Wade est un libéral, parce que nous les avions proposés, quand même nous avons été battus, même si nous pensons que ce n'est pas la vraie raison de la défaite. Mais ces programmes-là, ils avaient l'avantage d'exister et en politique, on ne peut pas tous les jours réinventer la roue. Il faut bien, quand les choses sont là, simples, et qu'il n'y a pas d'autre chemin à trouver, accepter de s'asseoir sur son orgueil et de passer par ce chemin déjà tracé. Alors, on avait laissé, au moment de partir, le PSAOP. Le PSAOP, bon, c'est archaïque comme ça, mais c'est un programme d'appui aux opérateurs du monde rural. Il permettait surtout d'intensifier la production agricole. Ça passait par le phosphatage des fonds, des terres, ça passait surtout par la mise en place de semences de qualité avec l'ISRA. L'ISRA, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole. Demandez aujourd'hui où est l'ISRA. Personne ne sait. L'ISRA est mort de sa belle mort. Alors qu'on avait pu mettre en place un capital semencier de semences sélectionnées que toute l'Afrique nous enviait. Parti, comme on dit en français africain, mangé par l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est les paysans eux-mêmes, sur leur propre récolte, qui stockent une partie pour faire de la semence. Si vous imaginez le circuit scientifique par lequel il faut passer pour prendre une arachide ordinaire et en faire une arachide de semence, je vous assure, vous allez être ahuri. Il faut des années et des années de tests en laboratoire, de prendre la petite arachide, de la mettre quelque part dans un bocal, de l'enrichir, de mettre du produit dessus, d'attendre, de la semer l'année prochaine, de récolter, à partir de cette récolte, de reprendre encore une autre graine d'arachide, de continuer. Les scientifiques appellent ça N1, N2, jusqu'à combien de N, et enfin, on arrivera à ce qu'on appelle une semence sélectionnée. Tout cela aujourd'hui est anéanti, ça s'est effondré, il faut reprendre à zéro pour donner aux paysans un capital semencier leur permettant d'avoir de la bonne culture et de la bonne récolte. Parmi ces programmes également, il y avait le PNIR. Le PNIR, c'est le programme pour l'équipement du monde rural qui permettait que nos paysans ne travaillent plus à la houe, mais qu'ils puissent avoir une charrue et des bœufs avec un matériel mécanique, certes sommaire, mais qui les soulageait de l'effort physique, qui leur faisait gagner du temps et qui leur faisait surtout gagner de l'espace arabe en une journée
terre. Donc, ça, on l'avait fait. Ça a modernisé le monde rural, ça a soulagé les paysans. Et il y avait tout un programme d'appui aux femmes paysannes pour un peu les alphabétiser, leur permettre surtout d'être à la fois des acteurs économiques et des décideurs politiques. Tous ces programmes, aujourd'hui, sont complètement en panne, pour ne pas dire abandonnés, et pourtant, il suffit de les reprendre, de s'y tenir, d'être sérieux, courageux et persévérant pour qu'on y arrive. Alors, quand on voit qu'à côté, le Mali est presque arrivé à l'autosuffisance alimentaire, mais on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi au Sénégal, on ne réussit pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire alors que nous avons mis en place une politique ambitieuse d'après-barrage qui met à la disposition du paysan sénégalais dans la vallée du fleuve Sénégal 240 000 hectares de terres aménagées. Mais ce n'est pas rien. Ça a coûté des milliards. On a hypothéqué la vie et l'avenir de beaucoup de Sénégalais pour s'endetter et mettre en place ces barrages-là. Ça nous a coûté des heures de négociation avec la Mauritanie, parce qu'on leur a dit on est un pays beaucoup plus agricole que vous. Ça nous a coûté des heures de négociation avec le Mali, qui sont nos partenaires dans le cadre de l'OMVS, pour que nous puissions avoir ces terres aménagées. Le Fonds européen de développement a investi des milliards. Je me rappelle pour la première tranche, 32 milliards dans le département de Podor pour l'aménagement de ces terres-là. Aujourd'hui, nous avons l'eau qui est disponible, nous avons un soleil de qualité disponible, nous avons de la main-d'œuvre et nous avons une eau douce, tout ce qu'il faut pour faire l'agriculture, et personne ne l'a fait. Et pendant ce temps, on nous dit le Mali va être autosuffisant. Vous ne croyez pas que ça puisse faire mal? C'est en tout cas incompréhensible et injustifié. Ça, c'est ce que je voulais dire sur la vie chère, le monde rural, le déficit vivrier, la famine, ou alors pour faire plaisir à l'alternance, la disette ou la soupe. On aurait pu en parler, épiloguer pendant des heures et des heures qu'on n'aurait pas fini. Et je suis sûre que le peu que je vous ai donné, vous en avez encore beaucoup plus que je dois recevoir. Alors maintenant, on avait dit qu'on parlerait de la santé. Il faut savoir ce que nos hôpitaux, notre système de santé en général, est devenu au Sénégal. À l'heure où je vous parle, l'État sénégalais doit directement, indirectement, par divers mécanismes, 25 milliards à nos hôpitaux. 25 milliards que le gouvernement doit. J'ai entendu l'autre jour un professeur de l'hôpital de Dantec s'exprimer, mais presque la mort dans l'âme, en disant que son service était par terre, que c'est un service mort. Allez voir la maternité de l'hôpital de Dantec. Elle est fermée. Il n'y a plus personne qui travaille à la maternité de l'hôpital de Dantec. Allez voir le service de l'urologie. Mais ça vous laisse à pleurer quand on sait que ce service était un des plus performants et les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest il y a seulement quelques années. Aujourd'hui, vous êtes envahi par les mouches, par la saleté, enfin, je ne vous dis pas. Et nous pensons, on souhaiterait se tromper, mais nous pensons que ce pourrissement de la situation de l'hôpital de Dantec est une volonté expresse du président Wade. Il le fait parce que de sources fiables nous ont dit que le gouvernement a des visées de spéculation foncière sur le site de l'hôpital Aristide de Dantec. Et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai parce que lorsque nous étions aux affaires, figurez-vous que les mêmes prédateurs fonciers étaient venus voir le ministre de la Santé de l'époque pour lui dire: nous avons pour vous un dossier ficelé clé en main, vous nous cédez l'hôpital Aristide de Dantec, on en fait un projet touristique, hôtelier ou je ne sais quoi d'autre, et nous on vous construit un hôpital dans la banlieue clé en main. Le président Diouf a mis son veto. Il a dit que plus personne ne lui reparle de ce projet parce qu'il n'acceptera jamais de brader l'hôpital Aristide de Dantec. Alors nous avons des inquiétudes quand on voit la situation d'abandon dans laquelle se trouve cet hôpital. Et cet hôpital n'est pas un hôpital ordinaire. Vous le savez bien, il combine deux choses. C'est d'abord un hôpital pour indigents, où la masse, disons-le comme ça, très respectueusement, va se soigner parce qu'elle n'a pas les moyens.
mais c'est surtout un CHU, un centre hospitalier universitaire, avec une recherche de pointe où les professeurs, les hauts professeurs qui enseignent la médecine le matin à l'université de Dakar, ils vont l'après-midi avec leurs assistants pour faire la pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au sein de l'opposition, de mettre tout en œuvre, mais vraiment tout, avec tous les moyens, pour sauver l'hôpital Aristide de Dantec, à l'instar de ce qui avait été fait à l'époque pour sauver le lycée Lamine Gueye, qui a failli être victime encore des mêmes prédateurs et des mêmes spéculateurs fonciers. Voilà un point parmi tant d'autres sur la santé au Sénégal. Alors, que dire de l'éducation? L'éducation, je crois qu'on n'est pas alarmiste si on dit qu'on n'a pas vécu cette crise-là depuis 1968. Il y a qu'en 1968 où ensemble, on a vu les élèves, les étudiants et les travailleurs de l'éducation, c'est-à-dire les professeurs, ensemble aller en grève. C'est la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Les enseignants sont en grève, et du scolaire et de l'universitaire. Les étudiants sont en grève pour une bonne partie, alors les élèves, on ne sait même pas depuis combien de temps ils sont en grève. Je lisais l'autre jour que les écoliers n'avaient pas été à l'école. Quand quelqu'un a posé la question, ils ont dit non, on a décidé d'anticiper sur les vacances pour aller au bourd. Vous savez ce que c'est que le bourd? Le bourd, c'est les cérémonies qu'on fait avant le Mawlud à Tiwaron. Depuis quand les écoliers prennent des vacances pour le bourd? Ça veut dire tout simplement que n'importe qui dans le milieu scolaire fait n'importe quoi. Mais en fait, ils n'ont pas envie d'aller en classe parce que les enseignants eux-mêmes ne sont pas en classe. Nous ne disons pas que toutes les revendications des enseignants sont justes, sont pertinentes et qu'il faut les satisfaire. On ne dit pas ça. Mais on pense que Wade doit quand même accepter d'ouvrir le dialogue social avec les enseignants, de voir qu'est-ce qui peut être fait de façon objective et de le faire. Parce que c'est le propre d'un gouvernement. Quand on était aux affaires, on avait une pédagogie pour la concertation et le dialogue social. On disait à chaque directeur de service, chaque mois, rencontre tes partenaires sociaux, discute avec eux. On disait au ministre, chaque 3 mois, rencontre tes partenaires sociaux. Moi, j'ai rencontré le syndicat de Sonatel, de journalistes, de tout le monde, tous les 3 mois, pour voir quels sont les problèmes et ne pas attendre que la grève arrive avec de grands dazibaos affichés sur les murs de Dakar. On disait, pour le Premier ministre, c'est tous les 6 mois, 2 rencontres par an avec l'ensemble des syndicats. Et le président de la République, 1 fois par an, rencontrer tous les syndicats ensemble au Palais de la République. Voilà la pédagogie qu'on avait mise en place pour suivre et assurer le dialogue social. Aujourd'hui, juste le 1er mai, les syndicats ont avoué que depuis 1 an qu'ils ont déposé un cahier de doléances, ils n'ont même pas été appelés pour discuter et pour parler des griefs et des revendications portées dans ce cahier de doléances. Mais il y a quand même une question qui taraude les Sénégalais. Comment ça se fait qu'Abdoulaye Wade et son gouvernement annoncent tous les jours à corps et à cri que plus de 40% du budget est consacré à l'éducation et que c'est le secteur qui marche le moins? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien nous, on a essayé de savoir. Et j'ai ici un document intéressant de M. Mamadou Ndoye. Mamadou Ndoye, vous l'avez peut-être oublié, il fut ministre de l'Éducation du Sénégal, il est surtout expert de la Banque mondiale, il est maintenant secrétaire général de l'ADEA. L'ADEA, c'est l'Alliance de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Mamadou Ndoye fait un aveu de taille en disant qu'il pense que moins de 30% du budget seulement sont consacrés à l'éducation. Moins de 30% du budget. Alors qu'on nous a chanté sur tous les toits que c'est plus de 40% qui sont consacrés à l'éducation. Mamadou Ndoye, on peut le taxer de tout, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un ignorant en la matière, parce que vraiment en matière d'éducation, c'est un de nos meilleurs experts. Mais Mamadou Ndoye finit par une conclusion alarmante et sans appel. Il dit que le Sénégal n'atteindra pas les objectifs du millénaire pour l'éducation. Ces objectifs-là, c'est très simple. C'est de faire scolariser tous les enfants qui doivent l'être à l'horizon 2015, c'est-à-dire demain, dans
dans 8-9 ans. Eh bien ça, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est une conclusion alarmante qui doit attirer l'attention de tout le monde. Alors, il faut une solution. Il faut une solution urgente pour l'école. Il faut surtout que les maigres ressources, qui ne sont pas 40%, 30%, et même si c'était moins que ça, qu'on puisse les allouer de façon rationnelle. De façon rationnelle à quoi? Il faut les allouer à la qualité de l'enseignement et à l'amélioration des conditions d'études et de travail pour les étudiants et les enseignants. Quelques jours avant que je ne vienne, j'ai plaidé pour des étudiants de l'amicale de la faculté des lettres de l'université de Dakar, qui sont en grève depuis X mois et qui frôlent même l'année blanche. Je crois que l'année a été sauvée de justesse. Et c'est le président de l'amicale qui avait été amené à la police, intimidé, rudoyé. On l'a compris, c'était un peu pour casser le mouvement de la grève. Mais nous, on n'est pas pour la grève, bien sûr, parce que nous sommes des pères et des mères de famille. Nous voulons que les enfants aillent à l'école. Mais quand les enfants font grève, je crois que la meilleure façon, ce n'est pas d'essayer de casser la grève, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait la grève. Mais vous savez ce que disent les étudiants? Ils disent qu'ils sont aujourd'hui 50 000 dans l'université de Dakar. Vous vous rendez compte? Mais c'est une ville dans la ville. C'est une poudrière qui peut exploser à tout moment. 50 000 personnes dans un réduit, il faut bien l'appeler comme ça, comme l'université de Dakar. Ils disent que la faculté des lettres absorbe plus du tiers de cet effectif-là. Pour une faculté construite pendant la colonisation et qui n'était destinée qu'à quelques centaines d'étudiants. Mais ils disent pire. Ils disent que quand ils vont à la bibliothèque universitaire, s'ils n'arrachent pas la page de l'ouvrage, ils ne risquent pas de la retrouver. Ils risquent de ne pas la retrouver. Donc ils sont obligés, pour étudier, de déchirer les pages des ouvrages et de les emporter dans leur chambre. Vous croyez que ça c'est viable? Voilà où se trouve le secteur de l'éducation au Sénégal. Donc il faut faire quelque chose. Et il faut surtout faire la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire dialoguer et discuter. Mais dialoguer et discuter, c'est facile pour tout le monde, sauf pour Abdoulaye Wade. Vous le savez bien. Depuis combien de mois, combien d'années maintenant, nous, les opposants, on lui demande l'ouverture du dialogue politique. Il a refusé. Et je vais terminer à ça, au blocage du dialogue politique. Vous le savez très bien, depuis que nous sommes sortis de l'élection présidentielle, nous avons posé une demande. Bon, bien sûr, il y a répondu. Il a répondu un an plus tard en adressant la lettre à la radio à Alioune. Alors nous, on n'a rien compris que ça soit Alioune qui reçoive les lettres destinées à l'opposition. Mais bon, bref, ça, c'était de la circonstance. En plus, c'est maintenant dépassé. Wade a refusé d'ouvrir le dialogue politique. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans une démocratie qui ne s'appelle plus démocratie. On ne peut plus l'appeler comme ça. Nous sommes peut-être dans une démocratie virtuelle. Elle est virtuelle parce que si vous cherchez un président de la République, on vous dira il est là. Si vous cherchez une Assemblée nationale, on vous dira il est là. Vous voulez un Sénat, on vous dira il est là. Mais tout ça, pour faire quoi? Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement que des institutions, ce n'est pas seulement des principes constitutionnels, ce n'est pas seulement des règles. Madame Hillary Clinton disait que beaucoup plus que de règles et de principes, la démocratie a besoin d'acteurs et d'acteurs sincèrement démocrates. Malheureusement, Wade n'est pas celui-là. Il n'est pas celui-là et c'est ça tout le mal du Sénégal. Parce qu'en effet, il est le président de la République, mais tout le monde sait que son élection a été entachée de contestations à la suite d'irrégularités flagrantes qui ont été commises et que nous avons dénoncées. Comment on peut dire que nous sommes une démocratie quand notre Assemblée nationale a été élue par moins de 24% des électeurs, c'est-à-dire moins le quart des électeurs se sont déplacés pour amener nos députés à l'Assemblée nationale. Comment peut-on dire que nous sommes dans une démocratie quand sur un Sénat de 100 membres, 65 ont été nommés par Abdoulaye Wade? Et moi, ça me rappelle quelque chose. Il y a un an, un livre intéressant était sorti ici en France et je l'avais acheté. Il s'appelle Napoléon le Petit. Napoléon le Petit, c'est Victor Hugo qui était, à l'époque on n'appelait pas ça député, on les appelait les représentants, je crois, du peuple, à la suite de la Révolution de 1789.
Victor Hugo était donc, disons-le, député au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Et ils élisent un premier président de la République. Ensuite, arrivée la Deuxième République, et Napoléon le Petit, c'est Napoléon III, hein, c'est pas le grand. Napoléon le Petit, il a été élu. Je crois qu'il l'appelait à l'époque consul. Il a été élu, et puis, une fois en place, il se dit, ah, je vais changer la Constitution. Parce qu'à l'époque, le mandat était d'1 an non renouvelable. De 2 ans non renouvelable. Merci. Et lui dit, je vais changer la Constitution. Il faut que moi, je puisse être réélu comme je veux. Bon, mais l'Assemblée refuse, en disant, il est hors de question. Nous t'avons investi de notre confiance. On n'accepte pas que tu changes la Constitution. Ça doit vous rappeler quelque chose, monsieur. Monsieur Villa. Donc, Napoléon le Petit veut changer la Constitution pour pouvoir se représenter. On était 1848 et il se présente devant les représentants du peuple pour demander que la Constitution soit changée. Alors s'installe un débat d'enfer, au cours duquel Victor Hugo prend la parole. Pendant 2 heures de temps, il harangue ses collègues députés en leur disant, si vous votez ça, vous allez commettre la plus grande forfaiture au monde. C'était tellement chaud. Victor Hugo était tellement convaincant qu'on a envoyé des militaires contre l'Assemblée nationale. Victor Hugo s'est échappé par une porte. Il est parti vivre en exil en Belgique. Et de la Belgique, il a écrit Napoléon le Petit, qui est une lettre adressée à ce Napoléon qu'il qualifie de petit parce qu'il ne peut pas être grand, puisqu'il n'a ni la générosité, ni la grandeur d'âme, encore moins la vision du vrai Napoléon, qui est Napoléon le Grand, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte. Et vous savez ce que voulait faire Napoléon le Petit? Il voulait nommer des sénateurs, il voulait nommer des gens au Conseil d'État. Eh bien, des siècles plus tard, c'est Wade qui nomme 65 sénateurs au Sénégal. Pourquoi nous au Sénégal? Pourquoi nous au Sénégal devrions-nous accepter ce qu'à la veille de la Révolution française, les Français avaient refusé? Victor Hugo a vécu en exil pendant des années. Il a été banni du territoire français. Aujourd'hui, si ce n'était pas ce livre, beaucoup de Français auraient oublié Napoléon le Petit. Victor Hugo, il est au Panthéon. Voilà ce que ça sert d'être courageux et de savoir dire non quand il faut dire non. Alors, nous sommes dans cette situation au Sénégal, avec un Sénat où c'est Wade qui nomme 65% des membres, et puis les 35 autres élus dans les mêmes conditions que l'Assemblée nationale de 24% de légitimité dont je parlais. Mais ça n'a pas suffi. Wade a prorogé le mandat des collectivités locales. Vous vous souvenez de cette loi-là, où il a dit que bon, le mandat des collectivités locales est arrivé à terme, mais il décide de le différer. Alors, voilà un pays où nous vivons une situation ubuesque, avec un président dont l'élection est contestée, une Assemblée nationale sans légitimité, un Sénat qui légifère alors que les 2 tiers de ses membres sont nommés par décret comme on nomme un fonctionnaire à ses fonctions, excusez de la répétition, des collectivités locales sans mandat, et dont d'ailleurs il vient de dissoudre certains des conseils. Voilà donc la situation démocratique du Sénégal, après qu'on ait vu sa situation économique, sa situation financière, et surtout la situation liée à la vie chère. D'ailleurs, quelques jours avant que je ne vienne, j'ai appris que certains Sénégalais, qui sont d'ailleurs proches du camp d'Abdoulaye Wade, ont préconisé la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais nous, on a répondu, ce n'est pas l'Assemblée nationale qu'il faut dissoudre, c'est tout le système d'Abdoulaye Wade qui doit être dissous maintenant. Parce que c'est lui qui secrète et qui génère le mal démocratique qu'est en train de vivre le Sénégal. Donc ces gens-là se trompent de remède. Le remède aujourd'hui, c'est de mettre fin au système d'Abdoulaye Wade. Mais c'est en cela d'ailleurs que la nouvelle stratégie de l'opposition est en train de se mettre en place. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Abdoulaye Wade est un liquidateur, puisque nous sommes à Solferino et que c'est le siège du Parti socialiste.
Je dois dire que ce mot liquidateur m'a été inspiré par Pierre Moscovici. Il a écrit un livre sur Sarkozy et il appelle Sarkozy le liquidateur. Et quand je l'ai lu, je dis mais c'est pas Sarkozy, c'est Abdoulaye Wade. C'est lui le liquidateur. Abdoulaye Wade a tout liquidé au Sénégal. Il a liquidé les terres, il a liquidé nos principes fondamentaux, il a liquidé notre constitution et il n'a pas encore fini, il est en train de le faire. Il a liquidé les principes républicains, il a enfin liquidé la démocratie. Donc je crois que le vrai liquidateur c'est lui, parce que vous le savez, il a une conception bonapartiste, c'est-à-dire Bonaparte le petit. Il a une conception bonapartiste du pouvoir, c'est-à-dire une privatisation à outrance de sa fonction présidentielle. Il a une omnipotence, une omniprésence, mais qui nous envahit et qui nous étouffe, qui a occupé tout l'espace institutionnel du pays. Personne ne respire, personne n'existe, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Sénat, il n'y a aucun conseil, il n'y a que White. Même quand les ministres parlent du programme gouvernemental, ils vous disent grâce à Monsieur le Président de la République. C'est lui qui ordonne tout, qui donne tout, qui génère tout, qui fait tout. Voilà donc où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et je reprends Victor Hugo et c'est pour finir. Et je reviens à Napoléon III. Victor Hugo disait de Napoléon III, mais Napoléon III, il a pris toute la France et maintenant il ne sait pas qu'en faire. C'est exactement le cas de Wade. Il a pris tout le Sénégal, tout l'espace institutionnel sénégalais. Malheureusement, il n'a pas su qu'en faire. Et nous sommes aujourd'hui dans cette impasse. Alors il nous faut réagir. Il nous faut réagir tout de suite, j'allais même dire depuis longtemps, il nous aurait fallu réagir. En tout cas, tout de suite, beaucoup plus qu'auparavant. Je pense que le premier travail auquel nous devons nous consacrer, c'est d'abord d'enlever de la tête des Sénégalais qu'il existe un Messie capable, tombant du ciel, de transformer notre vie. C'est comme ça que Wade s'était présenté en l'an 2000. Souvenez-vous, c'était l'homme providentiel qui mettait le kilo de riz à 60 francs pour les Sénégalais. Et nous avons cru et nous avons voté. Quand je dis non, bien sûr, je parle du peuple dans lequel je suis une toute petite composante. Donc, il n'existe pas en politique d'homme providentiel, encore moins de Messie. Si, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Parce qu'en chacun d'entre nous sommeille une partie de cet homme providentiel. Il en existe. Mais ce Messie, cet homme providentiel, ce n'est pas Wade. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Parce qu'en chacun d'entre nous sommeille une partie de cet homme providentiel et c'est tous ensemble que nous pouvons y arriver et nous en sortir. Nous devons donc commencer ce travail. Il y a je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, c'est un psychologue, j'aime beaucoup son livre, il dit il faut que le Sénégal fasse un deuil collectif. Chaque fois, il le dit à la radio. Je vous assure que c'est vrai. Ce travail-là, on doit le commencer de façon patiente, de façon cohérente, de façon soutenue et surtout de façon pédagogique pour dire que l'homme providentiel, il est vous-même, il est nous-mêmes, il est surtout nous tous ensemble. Ensuite, la deuxième chose, nous les politiques, c'est tous nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons prendre conscience que le temps qui s'ouvre, c'est le temps de la rupture. De la rupture avec ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons conceptualisé, théorisé l'opposition républicaine. Mais on est républicain que face à des républicains. À quoi ça sert qu'on continue de nous arc-bouter sur l'opposition républicaine quand en face, la règle du jeu n'est pas possible. Donc, il nous faut, c'est certes, on est dans un environnement difficile, mais nous devons y aller. Nous devons y aller avec lucidité. Nous devons surtout y aller avec courage et avec ténacité. C'est là tout le sens et tout le fondement de la nouvelle stratégie de l'opposition, qui est une opposition maintenant, vous l'avez vu, offensive. Je crois qu'au Sénégal, c'est maintenant établi que l'opposition a l'initiative. Elle a tellement d'initiative que le gouvernement est en train de se plaindre de sa politique de communication. Mais comme le disait un ami, la communication, ce n'est qu'une tactique, ce n'est qu'une stratégie, une technique, il faut la matière. Malheureusement, avec Wade, c'est la matière qui est pauvre. On a beau être sorcier en communication, on ne peut pas transformer le blanc en noir. Donc, nous avons décidé de faire face au pouvoir libéral. De faire face au pouvoir libéral avec courage et avec
ténacité, nous avons l'initiative, eh bien, nous avons décidé de garder la main et le flambeau ne tombera pas. Nous continuerons et nous agirons dans ce sens. Parce que cette offensive politique, elle est aujourd'hui au cœur de la nouvelle dynamique que nous voulons impulser à la vie politique sénégalaise avec comme objectif que le compte à rebours commence à sonner. Pour Abdoulaye Wade, je vous remercie de votre